Il faut bien comprendre, mes amis, que Natchez en 1839, ce n'était pas un endroit pour les âmes sensibles. C'était la terre du coton, la terre rouge qui buvait la sueur et le sang sous un soleil de plomb qui ne pardonnait rien. La seule vraie richesse là-bas, elle était mesurée en acres et surtout en corps humains. Notre histoire, elle commence dans ce bain de chaleur et de cruauté sur l'une des plus grandes plantations de la région, le domaine de Beauregard. C'était un royaume, ce domaine, un royaume bâti sur le travail forcé où le silence des esclaves était plus assourdissant que le bruit des machines. Et au cœur de ce royaume, il y avait un jeune homme, un esclave nommé Émile. Émile, il avait 22 ans. Il portait sur lui les marques de la vie dure, mais il n'était pas un homme des champs, non. Ses mains étaient calleuses, certes, mais elles connaissaient l'odeur du cuir fin, le poli des harnais et la douceur des chevaux pur sang. Émile, il travaillait aux écuries et servait occasionnellement de cocher personnel pour M. Alistair Beauregard, le maître. C'était une position de relative faveur, si tant est qu'on puisse parler de faveur quand votre vie entière appartient à un autre homme. Les autres esclaves l'enviaient un peu, parce qu'il était souvent près de la maison principale, loin de la boue des champs de coton. Mais cette proximité, croyez-moi, elle était une autre sorte de chaîne. Une chaîne dorée, peut-être, mais qui serrait tout, autant la gorge. Et puis, il y avait cette chose chez Émile qui le rendait différent, même aux yeux du maître et des autres domestiques. Émile avait la peau plus claire que la plupart des travailleurs. Ses traits étaient fins, son corps élancé. Il y avait dans son allure une dignité naturelle, quelque chose qui ne collait pas avec l'uniforme râpé de sa condition. C'était une différence que personne n'osait commenter à voix haute, surtout pas sur les terres de Beauregard, mais tout le monde la voyait. Elle flottait dans l'air comme la poussière des longs étés. Monsieur Alistair Beauregard, lui, c'était un homme de la vieille garde, comme on disait. Rigide, droit comme un i, avec une barbe grise bien taillée et des yeux d'acier. Il ne criait pas beaucoup, ce n'était pas son style. Il n'avait pas besoin de crier. Un simple regard, un silence prolongé suffisait à faire trembler l'âme. Sa cruauté, elle était méthodique, administrative. Il régnait sur ces terres comme un dieu froid et lointain. Émile, il avait grandi sous le regard de Beauregard. Depuis qu'il était enfant, il avait toujours été assigné aux tâches près de la maison. Il se rappelait à peine sa mère, qui était morte de la fièvre quand il avait 6 ans. Le maître l'avait ensuite confié à Mamelou, la cuisinière, une femme massive et sage qui lui avait appris les rudiments de la servitude, la discrétion, l'obéissance totale et surtout l'art de ne jamais, jamais regarder le maître dans les yeux. Le quotidien, sur la plantation était une boucle sans fin, mes amis. Le chant du coq avant l'aube, le bruit des cloches, la chaleur qui montait dès 7 heures du matin, collante et lourde. Émile passait ses journées à brosser les chevaux, à astiquer les cuivres de la calèche, à attendre l'ordre de partir pour Natchez. Mais cet été de 1839, quelque chose avait changé. Le rythme s'était cassé. Monsieur Beauregard, le maître, il vieillissait vite, trop vite. Il n'avait pas encore 60 ans, mais il ressemblait à un homme usé par la maladie et peut-être par des soucis qu'il gardait bien cachés. Ces derniers mois, il toussait, une toux sèche et profonde qui le secouait parfois au milieu du repas. Ses mains, qui tenaient autrefois les rênes du domaine avec une force de fer, tremblaient maintenant lorsqu'il portait son verre de brandy à ses lèvres le soir. Émile, il voyait tout ça. Il voyait la maladie grignoter son propriétaire. Et il voyait aussi la nervosité de Madame Beauregard. Une femme sèche et austère qui passait son temps à donner des ordres aux domestiques et à s'inquiéter de l'état des comptes. Elle était l'épouse légitime, mais il n'y avait jamais eu d'enfant dans cette maison. Le silence de la succession pesait sur les murs. Un soir de juillet, la chaleur était insupportable. Le ciel était lourd, prêt à éclater en orage, mais il ne tombait pas une goutte.
Madame Beauregard était partie rendre visite à sa sœur à Vicksburg pour quelques jours, laissant le maître seul dans la grande maison. Après le souper, Émile était aux écuries, vérifiant une dernière fois les pur sang quand un jeune garçon de cuisine est venu le chercher, tout essoufflé. « Émile, le maître t'appelle, tout de suite, dans le bureau. » Entrer dans le bureau de M. Beauregard, c'était toujours une épreuve. C'était le centre névralgique de la plantation, l'endroit où les décisions de vie et de mort étaient prises, où les registres étaient tenus, et où l'odeur du tabac froid et du papier ancien dominait. C'était un lieu de pouvoir absolu. Émile s'avança, il frappa doucement, puis ouvrit la porte, et se glissa à l'intérieur, refermant la porte derrière lui, sans un bruit. Il se tint près du seuil, tête baissée, les mains jointes devant lui, adoptant la posture de soumission parfaite qu'il avait apprise. Le maître était assis dans son grand fauteuil en cuir, près de la cheminée éteinte. Il n'y avait qu'une seule lampe à huile allumée, projetant des ombres dansantes sur les étagères remplies de livres reliés. Beauregard ne parla pas tout de suite. Il resta là, à fixer Émile. Et ce regard, mes amis, il n'était pas habituel. Ce n'était pas le regard du maître qui inspecte sa propriété, qui vérifie la qualité de son outil. C'était un regard scrutateur, presque mélancolique, un regard qui cherchait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Émile sentit une vague de malaise monter dans sa poitrine. Il savait que dans cette maison, une attention prolongée était toujours dangereuse. Finalement, Beauregard brisa le silence. Sa voix était plus faible que d'habitude, pleine de gravier. « Émile, approche. » Émile fit 2 pas prudents, s'arrêtant juste là où il pensait être la limite de l'acceptable. « J'ai besoin de toi pour une tâche délicate. » Le maître marqua une pause, observant la réaction d'Émile. « Tu es le plus fiable des domestiques que j'ai, et le plus discret. » C'était un compliment étrange, venant de cet homme, et Émile se contenta de hocher la tête, gardant son visage neutre. Sur le grand bureau en acajou, il y avait un désordre inhabituel. Des piles de documents étaient éparpillées, des registres de coton, des factures, et au milieu, des papiers personnels, des lettres jaunies et des vieux journaux intimes, des choses que le maître gardait habituellement sous clé. « Tu vois cette grande malle en chêne là-bas » demanda Beauregard, pointant du menton un coffre lourd et ancien, orné de ferronneries et complexe, qui se tenait dans un coin sombre de la pièce. « Elle est vide. Je veux que tu y mettes tous ces papiers, tout ce qui est sur le bureau. » Émile déglutit. C'était une tâche simple, mais la nature des documents le rendait risqué. Toucher aux affaires personnelles du maître était un tabou absolu. « Oui, monsieur. »« Écoute-moi bien, Émile, » insista Beauregard, se penchant en avant dans son fauteuil, ses yeux perçants. « Tu ne liras rien. Tu ne regarderas rien. Tu prends les piles, telles quelles, et tu les déposes dans la malle. Quand tu auras fini, tu viendras me voir. Je la verrouillerai moi-même. Est-ce clair ? » « Parfaitement clair, monsieur. » Le maître fit un geste de la main, le congédiant de sa présence immédiate. Émile s'approcha du bureau. Le silence était si épais qu'il pouvait l'entendre bourdonner dans ses oreilles. Il commença à ramasser les documents, ses mouvements lents et méthodiques. Il s'assurait que ses doigts ne masquent pas l'écriture, qu'il ne frôle pas les pages plus que nécessaire. La peur de commettre une erreur, de trahir la confiance fragile que le maître lui accordait, était un poids physique sur son dos. Il empila les registres de la plantation, puis les cartes de propriété. Il arriva aux lettres et aux journaux intimes. Ils étaient rangés dans une boîte en cuir usée. En soulevant cette boîte, une petite liasse de papier qui avait été cachée dessous glissa et tomba sur le bureau. Émile se figea. Il jeta un coup d'œil rapide à Beauregard. Le maître avait fermé les yeux, sa tête reposant contre le dossier du fauteuil, comme s'il était épuisé par la simple tâche de donner des ordres. Il toussota doucement. Émile se pencha
et ramassa la liasse tombée. C'étaient des vieux papiers, fanés, et au milieu, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas un document légal, mais une miniature, un petit portrait ovale dans un cadre en ivoire jauni. La curiosité, cette force interdite et dangereuse, prit le dessus sur sa peur. Juste une fraction de seconde, il la regarda. C'était le portrait d'une femme. Elle était jeune, très belle, avec des cheveux noirs tressés et des yeux sombres, intenses. Elle portait une robe d'une coupe ancienne, et son sourire était doux, presque triste. Mais ce n'était pas la beauté de la femme qui fit que le cœur d'Émile rata un battement. C'était autre chose, une ressemblance. Les traits de cette femme, les courbes de son nez, la forme de sa mâchoire. Ils étaient étrangement familiers. C'était comme regarder une version féminine et lointaine de lui-même. Il sentit la sueur froide perler sur sa nuque. Qui était cette femme? Pourquoi son portrait était-il caché sous les affaires les plus personnelles du maître? Et pourquoi lui ressemblait-elle tant? Son instinct lui criait de remettre immédiatement la miniature à sa place et de continuer son travail. Mais son cerveau, pour la première fois, posait une question qu'il n'avait jamais osé formuler. D'où venait-il, vraiment? Il reposa le portrait sur la pile, ses mains tremblantes. Il le recouvrit rapidement d'une lettre de notaire. Il prit toute la pile et la transporta jusqu'à la malle en chêne. Le poids des papiers n'était rien comparé au poids de la révélation potentielle qu'il venait de voir. Il déposa tout dans le coffre. « C'est fait, monsieur », murmura Émile, retournant vers le fauteuil. Beauregard ouvrit les yeux. Il semblait plus alerte maintenant. Il se leva avec difficulté, s'appuyant lourdement sur la poignée de son fauteuil. Il marcha lentement jusqu'à la malle. Il la ferma et sortit de sa poche une petite clé dorée et ancienne. Clic. Le verrou se fit entendre. Il se retourna vers Émile et cette fois, son regard était froid, revenu à l'autorité habituelle. « Bien, tu as fait du bon travail, Émile. » Puis il ajouta d'une voix qui se voulait ferme, mais qui trahissait une fatigue profonde. « Maintenant, écoute-moi. Ce que tu as vu, ce que tu as touché dans ce bureau, cela reste entre ces quatre murs. Si jamais tu en parles, si jamais je découvre que tu as regardé un seul document, tu le regretteras plus que tu ne peux l'imaginer. Tu comprends? » C'était une menace, claire et nette. Mais Émile avait l'impression que la menace n'était pas seulement destinée à le faire taire. Elle était aussi là pour couvrir une vérité que le maître craignait de voir sortir. « Je comprends, monsieur, » répondit Émile, la gorge sèche. « Va-t'en. » Émile salua et sortit du bureau, refermant la porte doucement derrière lui. Il marcha dans le couloir sombre de la grande maison, mais il n'était plus le même homme. La miniature de cette femme, ses yeux, ses traits qui étaient des siens, tournaient en boucle dans son esprit. Il était un esclave, une propriété. Il n'avait pas d'histoire, pas de nom de famille, juste un prénom donné par un maître. Mais ce soir-là, il avait vu la preuve qu'il y avait une histoire cachée, une lignée qui lui avait été volée. Une histoire liée, d'une manière terrifiante, à l'homme qui le possédait. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse pour Émile. Il continuait ses tâches, s'occupait des chevaux, conduisait la calèche, mais il observait Beauregard avec une intensité nouvelle. Chaque tout, chaque geste faible, chaque regard lointain du maître était analysé. Émile cherchait une confirmation, un indice qui pourrait expliquer cette ressemblance troublante. Il y avait des moments où Beauregard le fixait, et Émile voyait le doute, la culpabilité, ou peut-être une affection refoulée dans les yeux du vieil homme. Cette tension, mes amis, elle ne pouvait pas durer. La santé de M. Beauregard déclinait rapidement. En l'espace de 2 semaines, la toux était devenue constante, et il passait ses journées alité. Le médecin de Natchez venait tous les jours, secouant la tête, prescrivant des potions qui ne servaient à rien. La plantation entière était en état d'alerte. Madame Beauregard était revenue de Vicksburg, et elle régnait sur la maison comme une reine des glaces, préparant mentalement l'inventaire des biens.
Le maître n'était plus qu'une ombre. Un matin d'août, Émile était dans l'antichambre, attendant l'ordre de préparer la calèche, même s'il savait que le maître ne sortirait plus. Le silence dans la maison était total. Soudain, il entendit l'appel paniqué de Madame Beauregard. « Docteur! Docteur! Vite !» Puis, un long silence, un silence différent des autres. Un silence qui sentait la faim. Émile se redressa. Il n'osait pas bouger. Quelques minutes plus tard, le médecin sortit de la chambre du maître, le visage grave. Il fit un signe de la tête à Madame Beauregard, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage étrangement impassible, comme si elle attendait cette nouvelle depuis des années. « C'est fini, madame, » dit le médecin, sa voix basse, mais audible. Monsieur Beauregard est parti. Alistair Beauregard, le maître de ce royaume de coton, était mort. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les esclaves des champs s'arrêtèrent de travailler, non par respect, mais par la peur de l'incertitude. Qui allait être le nouveau maître? Les rumeurs commençaient déjà à circuler sur la cruauté potentielle d'un neveu lointain. Les 3 jours qui suivirent furent consacrés aux préparatifs du deuil. Émile fut réquisitionné pour préparer le salon pour la veillée funèbre. Il travaillait mécaniquement, mais son esprit était fixé sur une seule chose, la malle en chaîne dans le bureau. Maintenant que le maître était mort, qui détenait la petite clé dorée? Et qu'allait-il advenir de ses papiers secrets? Le jour de l'enterrement arriva. C'était une grande affaire, comme il se devait pour un homme de la fortune de Beauregard. Des planteurs des comtés voisins, des banquiers de Natchez, des avocats, tous étaient là, vêtus de noir, transpirant sous le soleil. Émile était là aussi, debout près de la calèche vide, jouant son rôle de cocher endeuillé. Il regardait la cérémonie, le cercueil descendre lentement dans la terre rouge, et il ne ressentait rien. Aucune tristesse, aucune joie. Juste une attente froide. Après l'enterrement, tout le monde retourna à la plantation pour le repas funéraire. C'est là que les choses sérieuses devaient commencer. La lecture du testament. Le moment où le nouveau propriétaire de la plantation et des corps qui y travaillaient allait être désigné. Les invités se rassemblèrent dans le grand salon. Madame Beauregard était assise rigidement, vêtue de crêpe noire, entourée de son avocat, maître Dubois, un homme petit et nerveux avec des lunettes qui glissaient sur son nez. Émile, avec les autres domestiques, était tenu en retrait, dans le couloir, prêt à servir du vin et du café. Il écoutait chaque mot qui filtrait à travers la porte du salon. Maître Dubois frappa du poing sur la table pour obtenir le silence. Il déplia un grand parchemin scellé. « Mesdames et messieurs » commença l'avocat d'une voix nasillarde. « Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer la mémoire de Monsieur Alistair Beauregard et pour procéder à la lecture de ses dernières volontés. » L'avocat lut les longues clauses habituelles, les legs à l'église, les dettes, les dispositions pour Madame Beauregard. Elle héritait de la maison de ville à Natchez et d'une rente confortable. Elle semblait satisfaite. Puis, l'avocat arriva à la partie cruciale, la plantation. Concernant la plantation de Beauregard, y compris toutes les terres, les récoltes, le bétail, les équipements et toutes les personnes asservies qui s'y trouvent, M. Beauregard a stipulé. Il y eut un silence lourd. Émile retint sa respiration. Que ces biens devaient être transmis à son neveu, M. Thomas Beauregard, de Louisiane, à l'exception d'une clause spéciale et non négociable. Thomas Beauregard, un homme connu pour sa brutalité. Un murmure d'inquiétude parcourut le couloir parmi les domestiques. L'avocat s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et lut la clause qui allait tout changer. Clause 4. En ce qui concerne la personne asservie nommée Émile, âgé d'environ 22 ans, fils de la défunte servante Clarisse, je stipule qu'il doit être immédiatement affranchi à ma mort. De plus, il doit recevoir la somme de 500 $ pour subvenir à ses besoins immédiats. Et ses papiers d'affranchissement seront déposés auprès du tribunal du comté de Natchez dans les Saint-Tachies. 24 heures. Un choc parcourut la pièce.
L'affranchissement était rare, et 500 $, c'était une fortune pour un esclave libéré. Madame Beauregard laissa échapper un petit cri indigné. Émile, lui, sentit une vague de vertige. La liberté. Une chose qu'il n'avait jamais osé imaginer. Mais pourquoi? Pourquoi lui et pas les autres? L'avocat continua, imperturbable, lisant la dernière clause, celle qui était rédigée d'une écriture différente, plus ancienne. Et enfin, concernant le contenu de la malle en chêne verrouillée se trouvant dans mon bureau, je demande à Maître Dubois de la déverrouiller devant témoin et de lire à haute voix le document scellé trouvé à l'intérieur. Ce document, je le destine à Émile, le fils de Clarisse. À ce moment-là, mes amis, le monde s'est arrêté pour Émile. Le cœur lui battait la chamade, la malle, le portrait de la femme. Madame Beauregard se leva, furieuse. « C'est une folie. Alistair était sénile. Ce garçon n'est rien. » L'avocat, strict sur la loi, ignora la veuve. « Je dois exécuter les dernières volontés de mon client. » Il se tourna vers les domestiques. « Qu'on fasse venir cette malle. » La malle fut apportée dans le salon. Émile, sous le regard de tous les planteurs et avocats, fut appelé à s'approcher. Il tremblait, mais il avança. Il se tenait là, un homme qui venait d'être libéré, mais dont le destin n'était pas encore scellé. Maître Dubois sortit de sa veste la petite clé dorée, la même que Beauregard avait utilisée. Il inséra la clé dans le verrou. Clic! Il souleva le lourd couvercle. Il y avait des piles de papier, exactement comme Émile les avait disposées. Au-dessus de tout, il y avait une enveloppe scellée d'une cire rouge. L'avocat prit l'enveloppe, la déchira proprement et déplia le papier à l'intérieur. Le silence était total. On n'entendait plus que la respiration des gens. Maître Dubois commença à lire, et chaque mot, « mes amis », chaque mot tomba comme un coup de tonnerre sur la tête d'Émile. Ceci est mon testament secret, rédigé en 1820, et je demande qu'il soit exécuté immédiatement après la lecture de mon testament principal. Je, Alistair Beauregard, reconnais devant Dieu et les hommes que le jeune homme connu sous le nom d'Émile, fils de Clarisse, n'est pas seulement mon affranchi, mais il est mon propre sang. Il est mon fils. Un tumulte éclata dans le salon. Les murmures se transformèrent en cris. Madame Beauregard s'effondra dans son fauteuil. L'avocat continua, sa voix montant pour dominer le chaos. Et puisque je n'ai pas eu d'enfant légitime et que la loi de cet État m'interdit de laisser ma fortune à un fils né d'une femme asservie, j'ai pris des dispositions pour que la plantation de Beauregard ne revienne pas à mon neveu Thomas. Il fit une pause dramatique, regardant Émile, qui était là, pétrifié, le visage pâle. Je lègue la totalité de la plantation de Beauregard, y compris les terres, le bétail, les récoltes et toutes les personnes asservies qui s'y trouvent. Il frappa du poing sur le document. À mon fils, Émile. L'esclave venait de devenir le maître. Le fils de la servante venait d'hériter du royaume de coton. Et le silence qui suivit, mes amis, c'était le silence de l'histoire qui bascule. Mes amis, ce silence-là, il n'a duré qu'une seconde. Une seconde où le temps s'est figé, où l'univers a retenu son souffle. Ensuite, le vacarme a explosé. Imaginez la scène. Le grand salon rempli de la fine fleur du coton de Natchez. Des hommes qui ne juraient que par l'ordre, la propriété et la race. Et au milieu, la nouvelle qu'un esclave, un homme qui était un bien meuble il y a 5 minutes, venait d'hériter de tout. Ce fut un déchaînement de chuchotements, de cris indignés, de bruits de chaises poussées. « Impossible !» hurlait un vieux planteur, le visage rouge betterave. « C'est une mascarade, la loi ne permet pas ça !» Madame Beauregard, elle, était sortie de son évanouissement juste pour recommencer à crier, une voix aigre qui perçait le brouhaha. « Il a été manipulé, cet homme a ensorcelé mon mari. Maître Dubois, vous ne pouvez pas accepter ça. » Elle pointait Émile du doigt, comme si le simple fait de le toucher des yeux pouvait la salir. Émile, lui, il était là, au centre de l'orage, mais il ne sentait plus son corps. Il était libre, riche,
et le fils de l'homme qui l'avait possédé. C'était trop de vérité d'un coup. Il regardait l'avocat, Maître Dubois, pour s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Maître Dubois, l'homme de loi, était le seul qui restait calme, rigide comme un roseau dans la tempête. Il frappa à nouveau la table, plus fort cette fois. « Silence, silence, je vous prie. » Quand le calme relatif revint, Dubois s'adressa à l'Assemblée avec une autorité froide. « Messieurs, mesdames, je comprends votre surprise. Mais permettez-moi de vous rappeler que je ne fais qu'exécuter les dernières volontés d'Alistair Beauregard. » Il brandit le document. « Ce testament est valide. La clause d'affranchissement a été exécutée en premier lieu. Émile n'est plus un esclave. Il est un homme libre, et un homme libre a le droit d'hériter, même s'il est de couleur. » C'était la faille, mes amis, le trou dans la loi que Beauregard avait trouvé. Il avait d'abord donné la liberté à Émile pour que l'héritage tienne devant un tribunal. C'était une manœuvre diabolique, mais légale. L'avocat se tourna vers Émile, qui se tenait toujours près du coffre, tremblant légèrement. « Émile, vous êtes désormais le propriétaire de Beauregard. » Il fit une pause, ses yeux glissant sur la foule hostile. Vous comprenez aussi que cette situation est dangereuse. Ah, ça. Émile le comprenait très bien. Il voyait la haine pure dans les yeux des autres planteurs. Il ne voyait pas un héritier légitime. Il voyait un esclave qui avait volé leur terre, une insulte à tout leur mode de vie. Maître Dubois réussit à dire Émile, sa voix étonnamment claire malgré la sécheresse de sa gorge. « Qu'en est-il de monsieur Thomas Beauregard ?» L'avocat soupira. « Thomas Beauregard sera naturellement furieux. Il contestera le testament. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour prouver la sénilité de son oncle ou l'illégalité de votre position. Nous devons agir vite et avec fermeté. » Dubois expliqua alors les démarches. Émile devait immédiatement prendre possession des clés, des registres et affirmer son autorité. Il devait prouver qu'il était capable de diriger la plantation. S'il échouait ou s'il était jugé incompétent, la loi pourrait le déposséder et tout reviendrait au neveu. Le plus urgent était d'éloigner Madame Beauregard. « Madame, » dit Dubois d'une voix tranchante, « vous devez quitter cette propriété d'ici la fin de la journée. La maison de ville vous appartient, comme stipulé. » La veuve, vaincue par la loi, mais pas par la rage, se leva, le visage ravagé. Elle s'approcha d'Émile, et son regard était celui d'un serpent. « Tu crois que c'est fini, gamin ?» siffla-t-elle si bas que seuls Émile et Dubois purent l'entendre. « Tu n'es qu'un bâtard, un morceau de propriété que mon mari a transformé en insulte. Cette terre te crachera dessus, et je ferai tout pour que Thomas te brise, toi et ton illusion de pouvoir. » Elle jeta un trousseau de clés en cuivre sur la table. « Les clés de cette maudite maison, elles ne t'apporteront que la misère. » Puis, sans un regard pour le cercueil encore frais de son mari, elle sortit du salon, traînant sa robe de crêpe noire comme un drapeau de défaite. Les autres invités, mal à l'aise, se dispersèrent rapidement. Ils avaient faim de scandale, mais pas assez pour défier l'avocat, ou pour rester sous le même toit que le nouveau maître. 1 heure plus tard, le grand salon était vide. Il ne restait qu'Émile, maître Dubois, et le silence lourd des responsabilités. « Maintenant, Émile, » dit Dubois, essuyant ses lunettes, « nous avons du travail, et vous devez cesser de penser comme un esclave. Vous êtes le maître. » Émile hocha la tête, mais le mot « maître » lui brûlait la langue. Il se dirigea vers le bureau, l'endroit où il avait vu le portrait de sa mère. Dubois l'y suivit. « La première chose est de sécuriser les comptes. La seconde est de parler aux surveillants blancs. Ils doivent vous obéir, même s'ils vous méprisent. » Émile s'assit dans le fauteuil de cuir de Beauregard. Le cuir était chaud. Il sentait encore l'odeur de tabac froid. Il prit les registres de la plantation. Les pages s'étalaient devant lui, listant les acres de coton, les chiffres des profits, et enfin la liste des biens humains. Des noms, des âges, des valeurs estimées.
Et au milieu de cette liste, il y avait les noms de ceux qu'il considérait comme sa famille. Mamlou, la cuisinière, qui l'avait élevé. Silas, l'homme des champs, qui lui avait appris à se taire quand il le fallait. Tous étaient répertoriés comme propriété d'Émile Beauregard. Il ferma les yeux. La liberté était un cadeau, mais cet héritage était un fardeau moral terrifiant. Comment pouvait-il posséder ceux avec qui il avait partagé la même chaîne? « Maître Dubois, dit Émile, se levant, je dois parler aux gens, aux domestiques. Dubois fronça les sourcils. Soyez prudent, ne faites aucune promesse, surtout pas d'affranchissement général. La loi le permet, mais si vous libérez tout le monde, la plantation s'effondre. Et Thomas gagnera le procès en disant que vous êtes incapable de gérer les biens. Je ne peux pas continuer comme ça, insista Émile. Je dois savoir qui est avec moi. Il laissa l'avocat s'occuper des papiers et sortit du bureau. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres sur la cour. La nouvelle avait déjà traversé les quartiers des esclaves. Quand Émile apparut, il y eut un silence absolu. Les visages étaient tournés vers lui, pleins d'interrogations, de peur et d'un espoir fou. Il n'était plus Émile le cocher, il était le maître. Il vit Mamlou, massive et droite, debout près de la cuisine. Elle l'attendait. Émile s'approcha d'elle. Il n'avait pas besoin de lui dire ce qui s'était passé. Elle le savait. « Mamlou !» commença-t-il, la voix brisée. Elle le coupa d'un geste de la main. « Tu es le fils d'Alistair. Je le savais. Je l'ai toujours su. » Elle ne dit rien de plus, mais dans ses yeux, il y avait la tristesse d'une vérité longtemps cachée. « Il m'a laissé. »« Tout ça ?» dit Émile, pointant du doigt la grande maison. « Et il m'a laissé vous. » Mamlou regarda au loin, vers les champs de coton. « Il t'a laissé un piège, mon garçon, une cage dorée. Tu es libre, mais tu es le maître. C'est la plus lourde des chaînes. » Émile passa le reste de la soirée à tenter de comprendre l'ampleur de sa situation. Il était à la fois l'homme le plus puissant et le plus vulnérable du comté. Un homme de couleur possédant des terres et des vies. Plus tard, quand la nuit fut complète, Émile retourna dans le bureau. Il renvoya maître Dubois à Natchez, lui demandant de revenir au lever du soleil avec des gardes armés. Il savait que Thomas Beauregard ne tarderait pas. Seul, Émile s'approcha de la malle en chêne. Il avait besoin de voir le portrait de sa mère une dernière fois. Il ouvrit le coffre et souleva les piles de documents. Il trouva la liasse qui contenait la miniature. Il la prit dans ses mains. La femme, Clarisse, avait les mêmes yeux que lui. Il se rappela les bribes de souvenirs qu'il avait d'elle. Sa douceur, sa chanson douce quand elle travaillait à la laverie. Elle était morte jeune. Maintenant, il savait pourquoi Beauregard l'avait toujours gardée près de la maison. Pourquoi il lui avait donné une éducation dans les écuries, pourquoi il avait cette dignité qui ne collait pas à sa condition. Beauregard n'avait pas pu l'aimer ouvertement, car l'amour d'un maître pour une esclave était une honte et une illégalité. Mais il avait fait le geste ultime en lui donnant la liberté et l'héritage. C'était l'amour d'un homme brisé par les conventions, un amour tordu et tardif. Émile trouva un autre document sous la miniature. Une lettre, datée de quelques jours seulement avant la mort de Beauregard, écrite d'une main tremblante. Il alluma une autre lampe à huile pour mieux voir et commença à lire. C'était une confession. « À mon fils, Émile, si tu lis ceci, c'est que j'ai réussi à te donner ce qui t'est dû. Je n'ai pas le temps de m'excuser pour la vie que je t'ai donnée. J'ai été lâche. Je t'ai gardé près de moi comme une chose précieuse, mais je t'ai nié comme mon sang. Je ne pouvais pas faire autrement, Émile. La société ici m'aurait brisé, et toi avec. Ta mère, Clarisse, elle était ma lumière. Elle a souffert pour notre amour secret et je l'ai perdue à cause de ma peur. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai tout misé sur cette manœuvre légale, mais je sais que cela ne suffira pas. Thomas viendra. Il est impitoyable, et il a faim. Il te tuera pour cette terre. Tu dois te protéger. Écoute-moi bien, mon fils. Il y a une chose que je n'ai pu te donner légalement, car elle aurait tout invalidé, la preuve de ta mère.
Clarisse n'était pas une esclave, elle était libre. Elle était la fille d'un homme libre de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai achetée illégalement, car je voulais la garder près de moi, mais j'ai conservé ses papiers. Ces papiers sont dans le coffre-fort mural, derrière le tableau de la chasse au renard, dans ma chambre. La combinaison est 1820, l'année de ta naissance. Si tu peux prouver que ta mère était libre, ta position devant la loi sera encore plus solide. Va, prends ta place, et pardonne-moi si tu peux. Alistair Beauregard. Émile laissa tomber la lettre. Beauregard lui avait donné une bombe. Non seulement il était son fils, mais sa mère n'aurait jamais dû être esclave. Il était le fils de 2 personnes libres, volées par la cruauté des lois de l'époque et l'égoïsme de son père. Il se leva d'un bond et courut à l'étage, dans la chambre principale. C'était la première fois qu'il pénétrait dans cet espace interdit. La pièce sentait le médicament et la mort récente. Il trouva le grand tableau de chasse, le décrocha. Derrière, il y avait un petit coffre-fort encastré dans la pierre. Il tourna le cadran 1820. Le lourd mécanisme cliqueta. Il ouvrit la porte du coffre. À l'intérieur, il y avait un petit paquet de documents, soigneusement enveloppés dans de la soie. Émile les déplia. C'étaient des certificats de naissance, des registres de baptême et surtout un certificat d'affranchissement notarié de la Nouvelle-Orléans pour une certaine Clarisse Dubois, datée de 1818. Clarisse n'était pas Clarisse, la servante, c'était Clarisse Dubois. Émile retourna dans le bureau, le cœur battant à tout rompre. Il comprenait maintenant l'urgence. Ces papiers étaient sa véritable armure légale. Il rangea tout dans le coffre. Il fallait maintenant attendre l'aube et la confrontation. Il passa la nuit dans le fauteuil du maître, veillant sur ses papiers, les yeux ouverts. Il n'était plus Émile l'esclave. Il était Émile Beauregard, le maître, et il devait apprendre à se battre. Le matin se leva, rouge et lourd, promettant une autre journée torride. À l'heure où les esclaves devaient sortir pour le travail, Émile, vêtu des vêtements du défunt maître qui étaient trop grands pour lui, sortit sur le perron. À ses côtés, maître Dubois, revenu avec 2 hommes armés. La cour était remplie. Les esclaves des champs, les domestiques, les surveillants blancs, qui le regardaient avec un mépris non dissimulé. Émile se tenait là, le nouveau propriétaire. Il prit une grande inspiration. Il devait parler. « La vérité vous a été dite hier, » commença Émile, sa voix résonnant sur la cour silencieuse. « Je suis Émile Beauregard. Je suis votre nouveau maître. » Les surveillants ricanèrent doucement. Les esclaves restèrent impassibles, attendant. « Je ne suis pas l'homme que vous avez connu, » continua Émile, regardant droit dans les yeux des travailleurs. « Je suis un homme libre, et je suis le fils de cet homme, et je suis maintenant responsable de cette plantation. » Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Au loin, sur le chemin de terre qui menait à la route principale, une poussière s'élevait. Bientôt, on entendit le bruit de sabots et le claquement d'une voiture. Maître Dubois mit la main sur le pistolet qu'il avait glissé dans sa ceinture. « C'est lui, » murmura l'avocat, « Thomas Beauregard. Il n'a pas perdu de temps. » La calèche s'arrêta brutalement devant le perron. Un homme grand, sec, avec des moustaches fines et des yeux cruels, sauta de la voiture. C'était Thomas Beauregard. Il portait un costume en lin impeccable, mais son visage était déformé par la fureur. Il ne regarda même pas les esclaves. Il fixa Émile, debout sur le perron de sa nouvelle maison. « Qu'est-ce que ce cirque ?» cria Thomas, sa voix portant loin. « Où est ma tante? Et qui est ce cocher déguisé ?» Il avait reconnu Émile, mais il refusait d'accepter sa nouvelle identité. Maître Dubois s'avança, bloquant le passage. « Monsieur Thomas Beauregard, vous êtes sur la propriété d'Émile Beauregard. Je suis son avocat. » Thomas Beauregard rit, un son sec et méprisant. « Son avocat? Vous êtes l'avocat de ce mulâtre? Mon oncle était fou. Ce testament est une fraude. » Il pointa Émile avec un doigt
accusateur. Tu n'es qu'une propriété volée, gamin. Tu n'as pas le droit de te tenir là. Je suis le légitime héritier. Émile descendit calmement les marches, se plaçant face à Thomas. Il était plus jeune, moins massif, mais il portait le poids de l'héritage d'Alistair. « Je suis le fils d'Alistair Beauregard », répondit Émile, le cœur battant, mais la voix ferme. « Et cette plantation m'appartient. Votre oncle l'a voulu. »« Ah oui ?» Thomas fit un pas en avant, les yeux injectés de sang. « Et qui va faire respecter ce vœu ridicule, la loi du Mississippi? Un esclave n'hérite pas d'un royaume, il est vendu avec. » Il se tourna vers les surveillants blancs, qui étaient restés à distance. « Messieurs, cet homme est un usurpateur. J'ai les papiers légaux, chassez-le de ma terre, ou je vous renvoie tous. » Les surveillants hésitèrent. Ils méprisaient Émile, mais Thomas était connu pour être un tyran imprévisible. C'est alors que Maître Dubois intervint, jouant son atout. « Monsieur Thomas, vous avez tort. L'affranchissement est légal, l'héritage est légal, et si vous contestez la filiation, nous avons d'autres preuves. » Dubois fit un signe à Émile. Émile sortit de sa poche le portrait de Clarisse, la miniature en ivoire, et la brandit. « Vous voyez cette femme, Thomas? C'est ma mère, Clarisse, et je suis le fils de votre oncle. Maintenant, quittez ma propriété avant que je n'appelle le shérif du comté. » Thomas regarda le portrait, puis Émile. La ressemblance était frappante. Un doute, rapide comme un éclair, traversa son visage haineux, mais la rage prit le dessus. « Vous allez le regretter, bâtard !» cracha Thomas. « Je reviendrai avec la justice, et quand je reviendrai, je te pendrai pour vol. » Il remonta dans sa calèche, fouettant les chevaux avec une violence inouïe. Il repartit dans un nuage de poussière rouge. Émile regarda le chemin s'éloigner. La première bataille était gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer. Idon se tourna vers Maître Dubois, puis vers les esclaves silencieux. « Maître Dubois, » dit Émile, « il est temps de mettre les choses en ordre. » Il se tourna vers les travailleurs. Il savait qu'il ne pouvait pas les affranchir tout de suite, sous peine de tout perdre. Il devait d'abord sécuriser la plantation, mais il pouvait changer la manière dont ils étaient traités. Il pouvait changer la nature du royaume. Émile regarda Mamelou. « Mamelou, je veux que vous me trouviez Silas. Et je veux qu'on arrête immédiatement le travail dans les champs. Nous allons discuter de la nouvelle organisation. » Les esclaves échangèrent des regards. Arrêter le travail, c'était du jamais vu. Émile, le maître issu de l'esclavage, venait de donner son premier ordre, un ordre qui allait secouer les fondations de Beauregard et du comté de Natchez. Il devait maintenant apprendre à porter le manteau du pouvoir sans se laisser corrompre par le poison de l'esclavage qu'il avait hérité. Il était le propriétaire de ses frères et sœurs, et ce paradoxe allait le dévorer. La nuit était tombée, mais la vraie obscurité était celle de son nouveau rôle. Mes amis, Émile venait de donner son premier ordre. Un ordre simple en apparence, arrêter le travail, mais qui résonnait comme un coup de fusil dans le silence de plomb de la plantation. C'était la première fissure dans le mur de la tradition esclavagiste de Beauregard. Le silence ne dura pas longtemps. Les esclaves des champs, épuisés par la chaleur, restèrent figés, les outils à la main. Ils attendaient, ils avaient vu Émile, l'un des leurs, prendre la place du maître. Mais qu'est-ce que cela voulait dire, concrètement? La liberté pour tous, un nouveau tyran. Les surveillants blancs, eux, n'eurent pas cette patience. « Émile !» aboya le chef des surveillants, un homme massif et barbu nommé Jenkins. Il s'approcha du perron, le visage écarlate. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrêter le travail? Les champs ne vont pas se cueillir tout seuls ?» Jenkins ne s'était pas encore habitué à prononcer le nom d'Émile, sans le faire suivre d'un ordre cinglant. Et il n'avait certainement pas l'intention de prendre ses ordres d'un homme qu'il avait vu nettoyer des bottes la semaine précédente. Émile se tourna vers lui. Il se tenait encore dans les vêtements flottants de son père. Mais il y avait quelque chose de neuf dans sa posture,
une rigidité apprise de Beauregard lui-même. « Monsieur Jenkins, dit Émile, utilisant un ton de voix qu'il n'aurait jamais osé employer auparavant, un ton qui mimait l'autorité froide de l'ancien maître. Je suis le propriétaire de cette plantation, et j'ai ordonné que le travail cesse pour la journée. Les gens ont besoin de repos. Demain, nous aurons une nouvelle organisation. » Jenkins cracha sur le sol, juste à côté du perron. « Une nouvelle organisation, hein? Par ordre de qui? D'un cocher? Vous ne savez rien de la gestion du coton, gamin. Je suis payé, et pour faire travailler ces nègres, et je vais le faire. » Jenkins fit un pas vers le groupe d'esclaves, brandissant sa cravache. Maître Dubois, l'avocat, intervint immédiatement. Il sortit son pistolet de sa ceinture et le pointa discrètement vers les pieds de Jenkins. Les deux gardes armés, engagés pour la journée par Dubois, firent un pas en avant. « Monsieur Jenkins, » dit Dubois, sa voix sèche, « je vous conseille vivement de vous retirer. Ce jeune homme, Émile Beauregard, est le propriétaire légal de ce domaine. Toute tentative d'insubordination sera considérée comme une violation de la propriété privée et traitée en conséquence. » Jenkins regarda le pistolet, puis le visage impassible d'Émile. La peur, une peur froide et amère, commença à le ronger. Il avait beau mépriser Émile, il ne pouvait pas défier la loi et les armes, pas quand il y avait un avocat de Natchez dans l'équation. « Très bien, » grogna Jenkins, remettant sa cravache à sa ceinture. « Mais ne t'attends pas à ce que je prenne tes ordres, je démissionne, et je te préviens, Beauregard, la récolte va pourrir sans moi. »« Je l'espère, » répondit Émile, le regard fixé sur Jenkins, « parce que vous êtes renvoyé, ainsi que tous les surveillants qui refusent d'accepter mon autorité. Vous recevrez votre paiement final. Quittez ma propriété avant le coucher du soleil. » Jenkins, suivi de près par les autres surveillants, s'éloigna en pestant. Il savait qu'ils allaient répandre la nouvelle à travers tout le comté. L'esclave était devenu le maître, et il avait viré les Blancs. C'était un scandale qui allait mettre le feu aux poudres. Émile regarda les esclaves. Ils n'étaient plus seulement ses compagnons d'infortune, ils étaient maintenant ceux qu'il devait diriger, protéger et, ironie du sort, posséder encore. « Je veux que tout le monde se repose, » dit Émile, sa voix plus douce, mais empreinte d'une nouvelle gravité. « Silas, viens me voir au bureau après avoir mangé. Mamelou, je t'attends aussi. » Puis il se tourna et rentra dans la grande maison, laissant le silence de l'incertitude flotter dans l'air. Le reste de la journée fut une course contre la montre pour Émile et Maître Dubois. L'avocat était un homme pratique. Il savait que le droit était une chose, mais la réalité de Natchez en était une autre. « Nous devons bouger vite, Émile », insistait Dubois, alors qu'ils étaient de retour dans le bureau, examinant les registres. « Thomas, Beauregard va revenir avec des avocats de Vicksburg. Nous devons prouver que vous êtes non seulement l'héritier, mais un administrateur capable. » Émile était submergé par les chiffres, les dettes, les profits, les contrats de vente du coton. Il comprenait les chevaux, mais pas l'économie d'une plantation. « Que devons-nous faire en premier ?» demanda Émile, se sentant étrangement petit derrière le bureau de son père. « Premièrement, ces papiers de Clarisse, votre mère. Ils doivent être déposés au tribunal de Natchez demain matin, » expliqua Dubois. « S'il est prouvé qu'elle était libre, cela coupe court à l'argument selon lequel vous êtes un enfant asservi et consolide votre statut d'homme libre, fils d'un homme libre. C'est votre meilleure défense. » Émile acquiesça, serrant les documents de Clarisse. Il se sentait une dette envers cette femme qu'il connaissait à peine, mais qui était sa plus grande alliée dans cette guerre légale. La nuit tomba, apportant une chaleur moitié l'odeur du pain. Émile reçut Silas et Mamelou dans le bureau. Mamelou, habituellement si imposante, semblait fatiguée. Silas, l'homme des champs, était nerveux. Il n'avait jamais mis les pieds dans le bureau du maître. « Asseyez-vous, » dit Émile, pointant les deux chaises devant le bureau. Silas refusa poliment. Il se tenait debout, les mains nouées devant lui,
adoptant la posture de soumission qu'il avait toujours connue. C'était un réflexe qui ne disparaissait pas avec un simple changement de maître. « Émile, » commença Mamelou sa voix profonde, « nous avons entendu ce que tu as dit à Jenkins. C'est de la folie. Tu as mis ta vie en danger, et la nôtre. » « Je ne pouvais pas faire autrement, » répondit Émile. « Je ne prendrai pas d'ordre de ces hommes. »« Et nous ?» demanda Silas, sa voix basse et hésitante. « Nous sommes toujours... » Il ne put prononcer le mot. « Oui, » dit Émile, le cœur lourd. « Vous êtes toujours ma propriété, aux yeux de la loi. Et c'est le poids le plus lourd à porter. » Il se pencha en avant. « Écoutez-moi bien. Je ne vous ai pas fait venir ici pour vous donner de fausses promesses. Si je vous affranchis tous demain, Thomas Beauregard arrive après-demain, prend la plantation, et vous êtes à nouveau des esclaves, mais vendus à un homme pire. » Il fit une pause, les laissant absorber la dure réalité. « Nous devons être intelligents. Je dois garder la plantation pour la protéger. Je dois prouver que je peux la gérer. »« Et après ?» demanda Mamelou, ses yeux scrutant son visage. « Après, la liberté, » répondit Émile. « J'ai l'intention de racheter la liberté de chacun, un par un, en utilisant les profits de cette terre. Nous allons commencer par les enfants et les plus vieux. Ce sera légal, ce sera lent, mais ce sera sûr. » Silas hocha lentement la tête. Une liberté progressive, achetée, était la seule chose qui pouvait tenir devant la loi. « En attendant, » continua Émile, « les conditions changent. Fini les égouts de fouet, fini le travail le dimanche, fini les heures de nuit. Nous allons établir une nouvelle discipline, basée sur le respect, pas sur la peur. Et vous deux, vous serez mes yeux et mes oreilles. Silas, tu seras le nouveau contremaître. Tu auras une autorité sur les champs et tu me rapporteras directement. » Silas ouvrit de grands yeux. Un esclave comme contremaître? C'était impensable. « Mais les surveillants blancs, » balbutia Silas. « Il n'y aura plus de surveillants. »« Et blancs, » affirma Émile. « La plantation sera gérée par ceux qui la connaissent le mieux, vous. » Mamelou sourit, un sourire rare et puissant. « C'est un plan de maître, Émile, un maître Beauregard. » Émile se sentit mal à l'aise avec cette appellation, mais il comprit qu'il devait l'accepter pour l'instant. Il passa une partie de la nuit avec Maître Dubois, apprenant les bases de la gestion du coton. Il étudiait les registres, les cartes, les plans d'irrigation. Il devait absorber des pissons, années de savoir en quelques heures. Il ne pouvait pas se permettre d'être l'esclave ignorant que Thomas s'attendait à trouver. Le lendemain matin, la révolution de Beauregard commença. Émile se leva avant l'aube. Il donna des ordres à Mamelou pour améliorer la qualité de la nourriture distribuée. Il rencontra Silas et lui donna les pleins pouvoirs pour organiser le travail. Silas, fier et terrifié, accepta la responsabilité. Pendant ce temps, Maître Dubois partit pour Natchez, emportant les documents de Clarisse et la moitié des registres de la plantation. Il devait déposer les papiers de succession et s'assurer que l'affranchissement d'Émile était inscrit dans tous les livres officiels. Émile, seul avec les 2 gardes armés, se sentait exposé. Il savait que la nouvelle de son coup de force d'hier avait fait le tour de la ville. Vers midi, la première vague de réaction arriva. Ce n'était pas Thomas, mais le shérif du comté, accompagné de 2 adjoints. Le shérif, un homme gros et suant nommé Harlan, était visiblement en colère. Il descendit de cheval et monta sur le perron sans frapper. « Émile, » aboya le shérif, « je veux savoir ce qui se passe ici. J'ai entendu que vous avez chassé les surveillants blancs et que vous avez arrêté le travail. » Émile se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression neutre. Il avait appris la leçon la plus importante de Beauregard. Le pouvoir se manifestait par le calme. « Shérif, » dit Émile, utilisant le ton formel, « je suis le propriétaire de cette plantation, légalement enregistrée au tribunal du comté de Natchez. J'ai le droit de gérer ma propriété comme bon me semble. » « Votre propriété ?» Le shérif ricana.
Vous êtes un ancien esclave. La loi ici, c'est moi qui la fais respecter. Et la loi, intervint l'un des gardes armés, un ancien soldat de fortune, stipule que M. Beauregard est le propriétaire légitime. Toute intrusion non autorisée sera considérée comme une agression. Le shérif, habitué à intimider, fut déstabilisé par la présence des hommes armés et la formalité du langage. « J'ai des plaintes de Thomas Beauregard. Il dit que vous avez volé la plantation. » Émile fit un pas en avant. Thomas Beauregard est un homme amer qui a perdu son héritage. S'il a des plaintes, il doit s'adresser au tribunal et non envoyer la police pour me harceler. Maintenant, shérif, je vous demande poliment de quitter ma propriété. Harlan hésita. Il n'aimait pas l'idée de prendre des ordres d'un homme de couleur, mais il ne voulait pas non plus se retrouver dans une fusillade pour une histoire de succession. Il savait que si Émile avait un avocat comme Dubois, il avait de l'argent et des preuves. « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, gamin !» cracha le shérif. Il remonta sur son cheval, les adjoints le suivant. La confrontation avait été tendue, mais Émile avait tenu bon. Il avait compris que le pouvoir n'était pas seulement dans les papiers, mais dans la volonté de les défendre. Les jours qui suivirent furent consacrés à consolider la nouvelle structure. Silas, en tant que contremaître, supervisait les champs. Il était respecté par les travailleurs, mais il devait faire face à une résistance passive. Après des années de travail forcé, certains esclaves se méfiaient de tout changement. Ils se demandaient si Émile n'était pas simplement un maître plus rusé. Émile, lui, se concentrait sur l'administration. Il découvrit l'ampleur de la richesse de son père, mais aussi les pièges. Beauregard avait de lourdes dettes auprès des banques de Natchez. S'il ne parvenait pas à faire une bonne récolte, les créanciers pourraient forcer la vente de la plantation, ce qui annulerait tous ses plans d'affranchissement. Il travaillait sans relâche, dormant à peine, s'immergeant dans les chiffres. Il mangeait ses repas seul dans le grand salon, le silence de la maison étant un rappel constant de sa solitude et de son statut étrange. Un soir, Mamelou le trouva épuisé, la tête dans les mains, au-dessus des registres. « Tu ne peux pas faire ça tout seul, mon garçon, » dit-elle doucement, posant une main maternelle sur son épaule. « Je dois le faire, Mamelou. Si je montre une seule faiblesse, Thomas va m'écraser. » « La force, c'est de savoir qui tu es, » répondit-elle. « Tu n'es pas Alistair, tu es Émile, et tu as hérité de 2 mondes. Utilise-les tous les 2. » Elle lui apporta une vieille boîte en bois. « Ton père m'a donné ça il y a des années. Il m'a dit de la garder en lieu sûr. Je crois que tu en auras besoin. » Émile ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres, écrites par Clarisse à Alistair, des lettres d'amour, de la Nouvelle-Orléans. Elles parlaient de leur relation secrète, de la naissance d'Émile et de la peur constante de Clarisse d'être découverte. Mais au fond de la boîte, il y avait autre chose. Un petit carnet de cuir usé. C'était un journal de bord tenu par Clarisse. Elle y avait noté des recettes, des remèdes, mais aussi des observations précises sur la gestion des champs de coton, des techniques apprises de son propre père, qui était un homme libre et prospère à la Nouvelle-Orléans. Émile réalisa que sa mère n'était pas seulement une femme aimante, elle était intelligente et cultivée. Elle avait transmis ses connaissances à Alistair. Il passa toute la nuit à lire le carnet. Il y trouva des stratégies pour optimiser les récoltes, des méthodes pour lutter contre les parasites, 100 produits coûteux, des connaissances qu'aucun surveillant blanc n'aurait jamais possédées. Le lendemain, Émile appliqua les conseils de sa mère. Il travailla avec Silas, introduisant des méthodes plus efficaces et moins destructrices. Les esclaves, voyant qu'Émile travaillait avec eux et non contre eux, commencèrent à lui faire confiance. La productivité augmenta, non par la peur, mais par la coopération. La première semaine passa. La plantation de Beauregard, sous la direction de son nouveau maître, fonctionnait mieux que jamais. Mais l'orage n'était pas loin.
Maître Dubois revint de Natchez avec de sombres nouvelles. Thomas Beauregard a déposé une plainte formelle, Émile, annonça Dubois, étalant des documents sur le bureau. Il conteste tout, votre affranchissement, la filiation et surtout, il affirme que Beauregard était sous l'emprise d'une folie sénile au moment de la rédaction du testament. « Et que dit le tribunal » demanda Émile. Le juge a accepté de y procéder à une audience. Le procès aura lieu dans 2 semaines. C'est court. Thomas a beaucoup d'influence et il a déjà rassemblé des témoignages de planteurs qui affirment que votre présence sur le perron est un danger pour l'ordre social. Nous avons les papiers de ma mère, rappela Émile. Oui, et c'est notre atout majeur. J'ai déposé le certificat d'affranchissement de Clarisse Dubois. Cela prouve que vous n'êtes pas né esclave, ce qui rend votre héritage beaucoup plus difficile à annuler. Dubois soupira. Mais il y a un problème. Lequel? Madame Beauregard. Elle est en ville, et elle s'est alliée à Thomas. Elle a des informations sur la vie privée de votre père qui pourraient nuire à notre cause. Émile se rappela la haine dans les yeux de la veuve. Elle voulait le voir tomber. Et il y a autre chose, ajouta Dubois, baissant la voix. Le bruit court que Thomas a fait appel à des hommes de main de la Nouvelle-Orléans. Des gens peu recommandables. Il ne va pas attendre la décision du tribunal. Il va essayer de vous faire disparaître. Émile regarda par la fenêtre. La cour était calme. Silas était en train d'organiser les travailleurs pour le repas de midi. « Nous devons être prêts, » dit Émile. « Nous allons renforcer les gardes autour de la maison et nous allons préparer notre défense. » Il savait que le procès ne serait pas seulement une bataille de documents. Ce serait une bataille de moralité, de race et de pouvoir. Il devait se présenter devant le tribunal, non pas comme un ancien esclave, mais comme un homme d'affaires légitime, un planteur. « Je dois aller à Natchez, » décida Émile. « Je dois rencontrer les banquiers, les créanciers. Je dois leur montrer que la plantation est stable, que je suis capable de gérer leurs dettes. » Dubois hésita. « C'est risqué. La ville est hostile. Je dois le faire. Si je reste caché ici, je donne raison à Thomas. Je suis Émile Beauregard. Je dois me montrer. » Émile prépara la calèche le lendemain matin. Il ne prit pas les vieux chevaux de trait, mais les purs sangs que son père chérissait. Il s'habilla avec soin, dans un costume que Dubois lui avait fait acheter en ville. Il ne ressemblait plus au cocher. Il ressemblait au fils du maître. Il laissa Silas en charge de la plantation et partit pour Natchez, accompagné de Dubois et des 2 gardes armés. La ville était un tourbillon de rumeurs. Quand ils entrèrent dans la rue principale, les têtes se tournèrent. Les dames chuchotaient derrière leurs éventails. Les hommes s'arrêtèrent de parler, les fixant avec incrédulité et fureur. Émile sentait le poids de chaque regard. Il était l'incarnation vivante de leur plus grande peur, l'ordre social inversé. Il se rendit directement à la banque. Le directeur, un homme à l'air sévère du nom de M. Thompson, le reçut dans son bureau privé, l'air méfiant. « Monsieur Beauregard, » dit Thompson, évitant de le regarder dans les yeux. « Nous avons été informés de la situation. Vous savez que la plantation a des prêts importants. » « Je le sais, monsieur Thompson, et je suis venu vous assurer que la plantation de Beauregard est plus productive que jamais. J'ai stabilisé la situation. Je suis prêt à honorer les échéances. » Émile sortit les registres qu'il avait préparés, montrant les augmentations de productivité et les nouvelles méthodes de gestion. Il parlait le langage des affaires, un langage que les planteurs blancs respectaient. Thompson examina les chiffres, visiblement impressionné. « C'est inattendu. Ces chiffres sont solides. »« Je suis le propriétaire légitime, » insista Émile, « et je suis un meilleur gestionnaire que mon prédécesseur. Si vous m'accordez votre confiance, vous ne le regretterez pas. Si vous soutenez Thomas Beauregard, qui est connu pour sa mauvaise gestion, vous mettez vos investissements en péril. » Émile jouait la carte de la cupidité contre le racisme. Et dans le Mississippi de 1839, la cupidité gagnait
Souvent. Thompson, après une longue réflexion, hocha la tête. Très bien, monsieur Beauregard, nous maintiendrons les prêts, mais je vous conseille de vous dépêcher de sécuriser votre position légale. Ce fut une petite victoire. Mais alors qu'Émile quittait la banque, il vit Thomas Beauregard, qui sortait du bureau de l'avocat voisin. Thomas le vit, et cette fois, il n'y avait pas de surprise, juste une rage glaciale. « Te voilà, bâtard !» cria Thomas, traversant la rue. « Tu crois que tu peux venir te pavaner dans ma ville ?» Thomas était accompagné de 2 hommes costauds, qui ressemblaient à des brutes engagées. « Retenez-vous, Thomas !» cria maître Dubois. « Il est sous la protection de la loi. » Thomas ignora Dubois. Il se précipita sur Émile, le poing levé. Émile n'eut pas le temps de réagir. Thomas était plus grand, plus lourd. Le coup atteignit Émile à la mâchoire. Il s'écroula sur les pavés. La foule s'était rassemblée. Personne n'intervenait. Il voulait voir l'ancien esclave humilié. Thomas se pencha sur Émile, prêt à le frapper à nouveau. « Tu ne posséderas jamais ma terre !» Mais avant que Thomas ne puisse porter un second coup, les 2 gardes de Dubois se jetèrent sur lui, le maîtrisant avec une brutalité professionnelle. Émile se releva, le sang coulant de sa lèvre. Il avait mal, mais la douleur physique était moins forte que l'humiliation. « Maître Dubois, » dit Émile, essuyant le sang de sa lèvre, « portez plainte contre monsieur Thomas, Beauregard pour agression. Et assurez-vous que la nouvelle de son comportement parvienne au juge. » Thomas, retenu par les gardes, hurlait des menaces. « Je te tuerai, Émile, je te tuerai !» Émile le fixa. Il avait peur, mais il avait aussi la rage du fils qui se bat pour sa mère et son héritage. « Vous n'êtes qu'un voyou, Thomas, » dit Émile d'une voix forte pour que la foule l'entende. « Je suis le propriétaire, et je vous verrai au tribunal. » Ce soir-là, Émile retourna à Beauregard. Il avait la lèvre fendue, mais il avait gagné du terrain à la banque et il avait prouvé qu'il ne s'enfuirait pas. L'incident avait eu un effet inattendu sur la plantation. Silas et Mamelou avaient entendu les rumeurs. Quand ils virent Émile revenir blessé, ils comprirent le danger qu'il affrontait. « Il se bat pour nous », murmura Silas aux autres. La méfiance commença à se transformer en loyauté. Les travailleurs comprirent qu'Émile n'était pas un maître ordinaire. Il était un paria, comme eux qui se battaient contre le système qui les avait tous écrasés. Les jours suivants, Émile s'entraîna avec ses gardes. Il apprit à manier un pistolet. Il savait que Thomas ne se contenterait pas du tribunal. La veille de l'audience, maître Dubois arriva avec une mine grave. « Émile, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que la preuve de la liberté de Clarisse est solide. Cela nous donne un avantage moral et légal. Et la mauvaise? Madame Beauregard a témoigné. Elle a révélé que votre père avait un autre testament, plus ancien, qui léguait la plantation à une œuvre de charité. Elle prétend que le testament que nous avons est un faux, rédigé sous la contrainte. » Émile se sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un faux testament. Et le pire, continua Dubois, c'est qu'elle a vendu la maison de ville à Natchez pour payer les meilleurs avocats pour Thomas. Ils vont essayer d'obtenir un mandat pour saisir la malle en chaîne et tous les papiers, secrets. Ils veulent prouver que votre père était fou. Émile réalisa que la malle en chaîne n'était pas seulement le symbole de son héritage, c'était la preuve que Beauregard avait caché son secret pendant des décennies. Si Thomas mettait la main sur les lettres intimes, il pourrait facilement dépeindre Alistair comme un homme sénile et obsessionnel, ruinant la crédibilité du testament. « Nous ne pouvons pas laisser la malle tomber entre leurs mains, » dit Émile. « Non, » acquiesça Dubois. Mais elle doit être présentée au tribunal si le juge l'ordonne. Émile regarda les documents de Clarisse, puis la malle. Il y avait une chose qu'il pouvait faire, une chose que son père, l'homme de la vieille garde, n'aurait jamais imaginée. « Maître Dubois, » dit Émile, une idée audacieuse prenant forme dans son esprit. « Nous allons anticiper, nous allons utiliser la malle pour notre propre défense. »
Il expliqua son plan à l'avocat, qui écouta, les yeux écarquillés. « C'est risqué, Émile, mais c'est peut-être la seule façon de désarmer Thomas avant même qu'il ne commence. » Le matin de l'audience, Émile se prépara. Il portait un costume sombre, impeccable. Il ne se rendait pas au tribunal comme un défendeur, mais comme un homme qui allait réclamer son dû. Il regarda une dernière fois le portrait de sa mère. Il était le fils d'une femme libre et d'un maître brisé. Il portait le fardeau de deux mondes, et il était prêt à se battre pour le sien. Devant le tribunal de Chine, Natchez, la foule était immense. Les planteurs, les curieux et les quelques hommes de couleur libre qui osèrent s'approcher. L'air était chargé de tension. Émile arriva avec Dubois et ses gardes. Il vit Thomas Beauregard, arrogant, entouré de ses avocats. Il vit Madame Beauregard, le visage masqué par un voile de veuve, mais ses yeux brûlants de haine. L'audience commença. Le juge, un homme solennel et conservateur, présidait. Les avocats de Thomas commencèrent par attaquer Émile, le décrivant comme un opportuniste, un ancien esclave qui avait manipulé un vieil homme mourant. Maître Dubois se leva pour la défense. Il présenta les documents de Clarisse, prouvant qu'elle était libre et que la filiation d'Émile était une affaire privée, mais légale. Puis vint le moment crucial. L'avocat de Thomas demanda au juge d'ordonner la saisie et l'inspection de la malle en chaîne, affirmant qu'elle contenait la preuve de la folie d'Alistair. Le juge hésita. Il était sur le point d'acquiescer. C'est là qu'Émile se leva. Il avait l'autorisation de parler. « Votre honneur, » dit Émile, sa voix claire et puissante. « Il n'est pas nécessaire d'ordonner la saisie de la malle. Je l'ai apportée. » Un murmure parcourut la salle. Émile fit signe à ses gardes. Ils firent entrer dans la salle la lourde malle en chaîne. « Je n'ai rien à cacher, » affirma Émile, regardant droit dans les yeux de Thomas. « Mon père m'a laissé un héritage, pas seulement de terre, mais de vérité. » Il s'approcha de la malle. Il sortit la petite clé dorée et la déverrouilla devant le tribunal. « J'invite la cour à examiner tout ce qui s'y trouve, » dit Émile. « Mais avant cela, je souhaite lire un dernier document. Un document que mon père a écrit, non pas à moi, mais à la postérité. » Émile prit la confession de Beauregard, celle qu'il avait trouvée cachée sous le portrait de Clarisse. Il commença à lire, et la voix d'Alistair Beauregard, pleine de remords et de vérité, résonna dans un tribunal racontant l'histoire de son amour secret, de l'achat illégal de Clarisse, de la honte d'avoir élevé son propre fils comme esclave, et de la manœuvre légale pour réparer son erreur. En lisant, Émile ne défendait pas seulement son héritage. Il exposait la cruauté du système, la folie des lois et le sacrifice de son père. Quand il eut fini, la salle était glaciale. Thomas Beauregard était livide, son plan de dépeindre Alistair comme un fou étant retourné contre lui. La confession ne montrait pas la folie, mais une tentative désespérée de rachat. Le juge, profondément ébranlé par cette histoire personnelle et tragique, frappa son marteau. L'audience est ajournée. Je dois examiner ces preuves. Émile avait joué le tout pour le tout. Il avait transformé un procès en une confrontation morale. Il avait exposé la vérité de Beauregard au grand jour. Mais le jugement restait en suspens, et Thomas n'était pas encore vaincu. Émile savait qu'en attendant la décision, sa vie restait en danger, et le vrai test de son leadership sur la plantation était encore à venir. Il devait retourner à Beauregard et se préparer à la guerre, car la justice à Natchez était lente, mais la vengeance, elle, était rapide. Émile quitta le tribunal de Natchez sous les flashs de la fureur et du silence. Il avait joué le tout pour le tout, exposant la honte de son père pour sauver son propre héritage. Mais il savait que la vérité, dans ces contrées, était souvent une cible, pas une armure. « Nous devons rentrer immédiatement, Émile », pressa Maître Dubois, dont le visage était aussi pâle que le parchemin de la confession. « Thomas est un homme blessé. Il ne va pas attendre la sentence du juge. » Ils remontèrent dans la calèche.
Le trajet jusqu'à Beauregard était un chemin de terre rouge, mais pour Émile, c'était la route vers la guerre. Il sentait la colère de Thomas le suivre, lourde et palpable comme l'air d'avant l'orage. Quand ils arrivèrent à la plantation, le soleil déclinait, jetant des ombres longues et inquiétantes. Émile rassembla immédiatement Silas et les 2 gardes armés. « Thomas va venir cette nuit », annonça Émile sans détour. « Il va essayer de prendre la plantation par la force. » Silas, qui avait passé les derniers jours à organiser les champs, se redressa. Il avait le respect de ses frères et sœurs, mais il n'était pas un homme de guerre. « Et que faisons-nous, Émile » demanda Silas, les mains tremblantes. « Nous défendons ce qui est à nous, » répondit Émile. « Cette maison est forte. Nous barricadons les fenêtres du rez-de-chaussée. Les domestiques, les femmes et les enfants doivent rester dans la cave. » Mamlou, qui écoutait, intervint avec une autorité maternelle. « Ne te fais pas d'illusions, mon garçon. Si Thomas vient, il vient aussi pour nous. Nous ne nous cacherons pas dans la cave. Nous resterons dans la maison, prêts à aider. » Émile vit la détermination dans ses yeux et ne protesta pas. Il distribua les quelques fusils de chasse de Beauregard aux hommes les plus fiables, ceux qui, comme lui, avaient tout à perdre. La nuit tomba, épaisse et sans lune. Le silence sur la plantation était total, un silence d'attente qui rendait les nerfs à vif. Émile se tenait à l'étage, dans le bureau, scrutant les champs. Il n'était plus le cocher discret, il était le général de cette guerre inattendue. Vers minuit, le bruit arriva, non pas le son d'une calèche, mais le piétinement sourd de plusieurs chevaux. « Ils sont là !» murmura l'un des gardes. Émile sortit du bureau, tenant le pistolet de son père dans sa main. Ses mains étaient moites, mais il se força à rester calme. Thomas Beauregard n'était pas venu seul. Il y avait au moins une 12aine d'hommes, des brutes armés, qui se dirigeaient vers la maison. « Maître Dubois, » dit Émile, « allez prévenir le shérif à Natchez. Dites-lui que Thomas Beauregard attaque la propriété légale. » Dubois, qui n'était pas un homme de combat, hocha la tête, sa peur masquée par le sens du devoir. Il se glissa par une sortie dérobée vers les écuries. Émile descendit au rez-de-chaussée. Il vit Thomas, hurlant des ordres, qui tentait de défoncer la porte principale avec la crosse d'un fusil. « Ouvrez, bâtard !» criait Thomas. « C'est ma terre, je viens prendre ce qui m'est dû. » Émile ouvrit une fenêtre du salon juste assez pour que sa voix puisse porter. « Thomas, vous êtes sur la propriété d'Émile Beauregard. Reculez. Maintenant, ou vous en subirez les conséquences. » Thomas s'arrêta. Il leva les yeux, reconnaissant la silhouette d'Émile. « Ah, le petit cocher fait le maître !» ricana Thomas. « Vous avez fait votre choix, esclave. Mes hommes vont vous traîner dehors, et demain vous serez pendu comme un voleur. » Thomas fit signe à ses brutes. Ils se ruèrent sur les fenêtres. Émile n'eut pas le choix. Il tira un coup de pistolet en l'air. Le bruit déchira la nuit. « C'est ma propriété! Je défendrai ma vie !» Les hommes de Thomas hésitèrent. Ils étaient payés pour intimider, pas pour mourir. Mais Thomas, aveuglé par la rage, cria « Forcez la porte! Tuez-les tous !» Le siège commença. Les hommes de Thomas brisaient les volets et essayaient de pénétrer par les fenêtres. Les gardes armés d'Émile ripostaient, tirant des coups de semonce pour les maintenir à distance. La véritable défense vint des domestiques. Mamlou et les autres femmes, postées à l'étage, versaient de l'eau bouillante et jetaient tout ce qu'elles trouvaient, pots, ustensiles, sur les assaillants. Silas, qui surveillait le flanc sud de la maison, vit 2 hommes essayer d'escalader le mur. Il n'avait pas de fusil, mais il avait une hache. Il frappa le premier homme au bras, le faisant hurler et tomber lourdement. Émile, au milieu du chaos, se déplaçait avec une rapidité qu'il avait apprise dans les écuries, rechargeant le fusil de son père. Il tirait avec précision sur les jambes des assaillants, et pour les neutraliser sans les tuer. Il ne voulait pas de sang sur les mains, mais il devait survivre. La bataille dura près d'1 heure. Les hommes de Thomas, surpris par la résistance organisée et surtout par la détermination des esclaves, commençaient à battre en retraite. Thomas, furieux, se retrouva seul devant la porte principale, hurlant des menaces. Émile ouvrit la porte d'un coup de pied et sortit.
Il se tenait là, éclairé par la lampe à huile de l'entrée. « C'est fini, Thomas. » Thomas Beauregard leva son fusil, mais Émile fut plus rapide. Il tira visant l'épaule de Thomas. Le coup claqua. Thomas laissa échapper un cri de douleur, son fusil tombant sur le sol. « Vous avez perdu, Thomas, » dit Émile s'approchant. « Vous avez perdu devant la loi, et vous avez perdu par la force. » Les hommes de Thomas, voyant leur chef blessé, s'enfuirent dans la nuit. Quelques minutes plus tard, le bruit de sabots annonça l'arrivée du shérif Harlan, accompagné de maître Dubois. Le PC shérif, voyant Thomas Beauregard blessé et gisant sur le sol, entouré de preuves d'une attaque violente, ne put ignorer la situation. « Thomas Beauregard, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'effraction et agression, » ordonna le shérif. Thomas regarda Émile, le sang maculant sa chemise. Sa haine n'avait d'égal que son humiliation. « Tu vas payer pour ça, bâtard !» Émile se contenta de le regarder avec calme, le regard du nouveau maître sur l'ancien monde. Thomas fut emmené. La plantation était sauve. Le lendemain matin, la plantation Beauregard se réveilla dans un calme étrange. Les fenêtres étaient réparées, les traces de la violence nettoyées. Mais une chose avait changé à jamais. Les esclaves avaient défendu la maison, et ils l'avaient défendue pour Émile. La loyauté n'était plus une question d'obéissance, mais de survie. 2 jours plus tard, maître Dubois revint de Natchez avec la sentence. Il trouva Émile dans le bureau, travaillant sur les registres. « Le juge a rendu son verdict, Émile, » dit Dubois, un sourire fatigué sur les lèvres. « Et victoire complète. La confession de votre père, combinée à la preuve de la liberté de votre mère et à l'attaque violente de Thomas Beauregard, a scellé l'affaire. Le juge a statué que vous êtes l'héritier légitime. Il a également prononcé une injonction interdisant à Thomas d'approcher la plantation et de vous harceler. Quant à Madame Beauregard, elle a perdu son procès. » Émile laissa échapper un soupir de soulagement qui venait du fond de l'âme. Il avait gagné. L'esclave était devenu le maître, non par la ruse, mais par la loi et le combat. Et Thomas? Il est en prison. Il fera face à des accusations sérieuses. Sa soif de vengeance lui a coûté sa liberté. Maître Dubois s'assit. Maintenant, Émile, la partie la plus difficile commence. Vous avez le pouvoir. Qu'allez-vous en faire? Le comté vous regarde. Ils attendent que vous échouiez. Émile regarda les registres. Il avait la liste des hommes, des femmes et des enfants qui étaient sa propriété. « Je ne suis pas comme mon père, maître Dubois, » dit Émile. « Il a utilisé la loi pour me donner la liberté. J'utiliserai cette plantation pour donner la liberté à tous ceux qui y travaillent. » Il prit un document qu'il avait préparé. « Voici la première liste. Je veux que vous lanciez immédiatement les démarches pour l'affranchissement de Mamelou, de Silas et de tous les enfants de moins de 10 ans. » Dubois fronça les sourcils. « C'est un début audacieux. Cela va coûter cher. »« Nous avons les profits du coton, » répondit Émile. « Et nous allons faire plus de profits. Silas est un excellent contremaître. La productivité est en hausse. J'ai un marché pour la prochaine récolte. » Émile avait compris que la liberté devait être achetée légalement pour tenir. Il devait utiliser la richesse de Beauregard pour démanteler l'esclavage sans détruire la plantation, car si la plantation tombait, le pouvoir de libérer les autres disparaîtrait aussi. Il y aura des résistances, prévint Dubois. Les autres planteurs vont vous voir comme un traître à leur classe. Je ne suis pas de leur classe, dit Émile, se levant. Je suis le fils d'une femme libre et d'un homme qui a essayé de se racheter. Je suis de la classe des hommes qui paient leurs dettes. Quelques jours plus tard, Émile organisa une nouvelle assemblée. Il se tenait sur le perron, à la place de l'ancien maître, mais il portait une dignité nouvelle, celle de l'homme qui avait choisi son propre chemin. Il annonça la victoire légale, la plantation était sienne. Puis, il annonça la première vague d'affranchissement. Quand Émile lut les noms de Mamelou et de Silas, un murmure parcourut la foule. Les larmes coulaient sur les joues. La liberté était une réalité tangible.
Mamelou, Silas, dit Émile, les invitant à monter sur le perron. Vous êtes désormais des personnes libres, mais je vous demande de rester. Je vous demande de m'aider à reconstruire Beauregard. Silas, tu es mon partenaire. Mamelou, tu es la mère de cette maison. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Ils acceptèrent, la tête haute. Ils étaient libres, mais ils choisissaient de rester pour libérer les autres. Émile regarda les visages devant lui, les hommes et les femmes qui attendèrent leur tour. Il savait que le chemin serait long, peut-être 10 ou 20 ans, pour affranchir tout le monde sans que la plantation ne soit saisie. Il devrait gérer les récoltes, les dettes, la haine des voisins et la pression constante de Natchez. Mais il avait une vision. Beauregard ne serait plus un royaume de coton basé sur la cruauté. Ce serait une terre de transition, une école de la liberté dirigée par ceux qui en connaissaient le prix. Émile, le cocher devenu maître, se tenait là, propriétaire d'un empire. Il avait hérité des chaînes, mais il avait maintenant les clés pour les briser, une par une. Il avait trouvé la vérité sur sa mère, et il avait accepté le fardeau de son père. Il était le nouveau Beauregard, et son règne ne serait pas celui de l'esclavage, mais celui de la rédemption, au cœur même du Mississippi en 1839. Et c'est ainsi, mes amis, que l'histoire d'Émile, l'esclave qui hérita d'un royaume de coton, commença vraiment. Une histoire qui n'était pas finie, non, mais dont le premier chapitre, celui de la survie et de la victoire, était écrit. Et le reste, croyez-moi, Émile était prêt à l'écrire, sueur et sang sur la terre rouge de Beauregard.